Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour des suites politiques de la crise des Gilets jaunes. Nouveau geste d'apaisement du Premier ministre tout à l'heure à l'Assemblée. Édouard Philippe envisage de renoncer complètement à la hausse des taxes carburant. Certains de ses ministres ouvrent aussi une brèche sur l'ISF. L'exécutif est-il en train de faire marche arrière? Ce mouvement va-t-il casser toute la politique d'Emmanuel Macron? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Jacky Isabello à Florian Silnicki. Nous analyserons le silence du chef de l'État et les images de huées et de sifflets auxquelles il a été confronté hier soir au Puy-en-Velay. Ajoutez à cela le tweet faussement amical de Donald Trump. Y a-t-il acharnement? Que reste-t-il de l'image présidentielle? Nous en discuterons avec nos spécialistes en communication. Et puis il y a un autre sujet qui s'invite dans le mouvement des Gilets jaunes, un dossier dont on parle très peu, pourtant il en affole certains, c'est le pacte de Marrakech. Un texte de l'ONU sur l'immigration que Paris s'apprête à ratifier. On va en parler ce soir avec notre invité, c'est Pierre-Henri Dumont, député LR du Pas-de-Calais. Voyons d'abord ce que contient le texte avec Aurélien Romano. De son vrai nom, le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières a été adopté au mois de juillet par l'ensemble des États membres de l'ONU, à l'exception notable des États-Unis. Il appelle les signataires à améliorer la coopération en matière de migration internationale, tout en assurant qu'ils respectent la souveraineté des États. Réaffirmant l'attachement de la communauté internationale aux droits de l'homme et de l'enfant, le pacte liste 23 objectifs, parmi eux lutter contre les problèmes structurels qui poussent des personnes à quitter leur pays d'origine, donner aux migrants et aux sociétés des moyens en faveur de la pleine intégration et de la cohésion sociale, ne recourir au placement en rétention administrative des migrants qu'en dernier ressort. Ce pacte doit encore être ratifié par les différents pays et notamment par le président de la République le 10 décembre lors d'une conférence au Maroc. Mais plusieurs pays ont d'ores et déjà annoncé leur refus d'entériner ce texte comme Israël, la Pologne, l'Autriche, la Hongrie ou encore l'Australie. Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Pierre-Henri Dumont. Bonsoir, Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Député du Pas-de-Calais, je le disais, et référent immigration du parti LR. Les opposants au texte nous parlent, je les cite, de grands remplacements, de chaos total, d'invasion de milliers de migrants. Est-ce que vous emploieriez ces termes, vous aussi ? Non, pas tout à fait. C'est-à-dire que c'est un texte qui, pour l'instant, est assez obscur, qui a été mis sous la lumière médiatique et qui, là, émerge à quelques jours de sa signature. Ce que nous, au sein du Parti Les Républicains, nous disons, c'est que ça peut créer un appel d'air et qu'il faut, en tout cas, laisser la pleine souveraineté aux États de pouvoir définir qui peut, qui doit arriver dans les pays, ce qui est, en réalité, un mauvais premier pas à faire en signant ce pacte, et c'est pourquoi nous appelons à ne pas signer ce pacte et nous appelons solennellement le président de la République à ne pas le signer. Qu'est-ce qui concrètement vous fait penser que ce texte va créer un appel d'air? C'est un texte, je le rappelle pour nos téléspectateurs, un texte non contraignant et qui le dit noir sur blanc, qui respecte la souveraineté des États en matière d'immigration. Alors il dit respecter la souveraineté des États, mais il dit aussi que les migrations sont un phénomène continu qui est amené à s'amplifier et où les migrations doivent être sûres et qu'en fait c'est un phénomène naturel que de migrer et que chaque pays doit pouvoir accueillir les migrants qui viennent à sa porte. Donc il banalise il banalise en réalité l'immigration, alors que pour nous, notre position, c'est de dire que c'est à la France, puisque nous sommes ici dans le pays de la France, et qu'il est donc nécessaire de pouvoir définir qui vient, qui a le droit de s'établir en France et qui doit être expulsé du pays selon les règles qu'on va nous-mêmes définir et non pas selon un droit qui existerait pour chacun de quitter son pays. C'est ça le point essentiel de la position des Républicains. Alors, je voudrais vous lire ce que dit Mathieu Tardis, chercheur à l'IFRI. Ce pacte peut au contraire, selon lui, et je le cite, limiter des arrivées irrégulières et surtout dangereuses pour ces personnes. Et il ajoute, les migrations, on en a besoin, nos économies en ont besoin. Beaucoup de secteurs de l'économie française reposent sur des travailleurs migrants, parfois en situation irrégulière. Qu'est-ce que vous lui répondez à cela ? Je réponds qu'il y a une étude qui est en cours, que je mène avec une députée de la majorité, qui vise à calculer concrètement le coût de l'immigration. On pourra donc avoir des premiers éléments pour répondre exactement à cette affirmation. Simplement, ce qui est sûr, c'est qu'on voit bien qu'on a une immigration qui devient quasiment hors contrôle en France. On a une AME qui atteint 1 milliard d'euros, on a des demandes d'asile qui sont arrivées à plus de 100 000 en 2017, qui en 2018 arriveront à 120 000, qui augmentent de 18% chaque année. Et on voit surtout que les migrants qui arrivent en France ne viennent pas pour des questions économique. On n'a que 10% des migrants qui arrivent en France qui viennent pour des raisons économiques, mais viennent avant tout pour des questions familiales. Et la première zone d'entrée en France, c'est le visa touristique, et que cette absence de fermeté sur la question migratoire, par exemple sur les expulsions, ne nous permet pas de pouvoir avoir une immigration choisie, une immigration subie, et que ceux qui en réalité choisissent qui arrivent en France
Ce n'est pas la France, ce n'est pas le gouvernement, ce sont les passeurs, ce sont les mafias, et c'est à ça qu'il faut mettre un terme. Vous l'avez sans doute remarqué, le sujet s'est invité dans le mouvement des Gilets jaunes et sur les réseaux sociaux. On peut lire des phrases comme celle-ci. On va être islamisé et en dictature. 900 000 immigrés supplémentaires par an. Le nouvel ordre mondial. Voilà les termes qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, écrits par des Gilets jaunes. Là, on est complètement dans la fake news, dans la théorie du complot. Est-ce que vous avez conscience peut-être que vous avez une responsabilité en tant que parti de droite à faire attention à ce que vous dites pour que ce genre d'informations ne circule pas? Et c'est en effet une fake news. Il n'y a, vous l'avez dit, pas d'objet contraignant dans ce pacte de Marrakech, mais il y a aussi une responsabilité du gouvernement. La responsabilité du gouvernement, c'est d'avoir ce pacte qui est quand même très sensible, on ne va pas dire le contraire, qui a été négocié en quasi-secret, qui n'est même pas passé devant soit l'Assemblée nationale, soit le Sénat, ni en hémicycle, ni en commission. Et quand nous avons fait la demande pour avoir simplement un débat au vu, au su de tous, en commission des affaires étrangères, ça nous a été refusé pas plus tard qu'hier. Pourquoi, selon vous ? Pourquoi ça vous a refusé ? Pourquoi Emmanuel Macron déciderait d'aller ratifier ce texte en catimini ? Il faudra lui demander. Mais vous avez bien idée. C'est parce qu'à mon avis, il y a une volonté, soit d'hystériser un peu plus certaines personnes, dans sa grande logique aux élections européennes, de dire c'est le chaos ou c'est moi. C'est ce qu'il fait depuis maintenant 6 mois. Ça relèverait d'une stratégie politique. Ça peut être, j'essaye de réfléchir à pourquoi est-ce qu'il refuse à la représentation nationale d'avoir ce débat concrètement en Assemblée nationale ou au Sénat. On a bien vu que sa politique qui est menée par rapport au Rassemblement national, c'est de dire c'est en gros les amis de Madame Le Pen ou ce sont les démocrates, ceux qui sont dans le spectre républicain, c'est-à-dire moi. Et cette stratégie aujourd'hui est en train malheureusement de porter ses fruits avec un Rassemblement national qui est en train d'exploser dans les sondages parce que c'est évidemment ce qui a été mis en place par Emmanuel Macron et qui est en train de jouer contre lui. Et ça va très loin. Le site d'extrême droite Riposte Laïque a lancé un appel pour bloquer au sol l'avion d'Emmanuel Macron lundi qui devrait partir pour le Maroc. Il n'y a pas quelque chose qui vous gêne d'être assez proche de l'extrême droite on n'est pas du tout là dans ces idées, ces délires de dire qu'il faut bloquer les avions. On appelle simplement, parce qu'on est un parti responsable, à ne pas signer ce texte comme d'autres pays l'ont fait. Des pays, on ne va pas accuser des dictatures. L'Australie n'est pas une dictature, le Danemark n'est pas une dictature, les États-Unis, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas une dictature. Et donc, il faut aussi ne pas tomber dans l'extrême inverse, qui est de dire que ce pacte n'a aucune incidence et que signer un texte n'a aucune incidence. Il y a une dérive de l'ONU qui a été vue, par exemple, dans la question des droits de l'homme, où on voit l'Arabie Saoudite qui prend la tête du comité sur les droits de l'homme et qui fait ses récriminations à la France. Ce texte, selon nous, peut créer un appel d'air, peut commencer à imaginer un droit sacré de l'homme à la migration qu'il faut arrêter, et quitte à l'arrêter, autant l'arrêter tout de suite. Parce que le modèle de développement, par exemple, de pays comme le Sénégal, où 15% du PIB du Sénégal provient de virements qui viennent d'Europe, de virements bancaires qui viennent de l'Europe, est-ce un modèle sain de migration ? Je ne le crois pas. C'est un texte qui a été voté en juillet dernier par tous les États membres de l'ONU. On n'en entend parler finalement que maintenant. Est-ce que c'est vous qui vous réveillez un petit peu tard ou est-ce que vous aviez contesté à l'époque mais personne ne vous a entendu? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce qu'on arrive au moment de la date de la ratification, que même si on avait... Il y a eu le vote avant la ratification? Il y a eu vote à l'Assemblée générale des Nations Unies, mais si on avait commencé à évoquer le sujet à cette époque-là, personne ne nous aurait repris. La réalité, c'est aussi que le temps médiatique est celui qui est imposé par les thèmes et que le thème est beaucoup plus présent dans l'actualité quand on est à quelques jours de la signature. Et c'est aussi pour cela que maintenant, on s'aperçoit, et les médias s'aperçoivent, qu'il y a en effet cette contestation que nous, on a dénoncée depuis plusieurs semaines et qui n'a pas encore été parfaitement reprise. Et donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je suis devant vous, c'est pour vous dire l'opposition du parti Les Républicains à la signature de ce texte, non pas parce que ça va créer des afflux de centaines de milliers de réfugiés. C'est ce que j'allais vous dire très concrètement, que peut-il se passer là? C'est lundi, la ratification, c'est-à-dire que c'est un premier pas, voilà, c'est-à-dire que c'est un premier pas. Nous, on n'appelle à pas signer. Je pense qu'Emmanuel Macron, très sincèrement, ne va pas forcément nous écouter et va donc ratifier ce texte. Mais ce que nous nous demandons, c'est comment, pour dédramatiser la question et avoir au vu, à la suite de tous, ce débat, expliquer concrètement ce qu'est faire le tri entre les fake news qui sont propagées par des sites d'extrême droite, comme vous avez pu l'expliquer, et la réalité du texte qui nous incite à dire qu'il ne faut pas le voter. Basé sur la réalité de ce texte, il faut qu'il y ait un débat démocratique qu'on nous refuse actuellement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat.
Et donc, a priori, cette ratification aura bien lieu, c'est lundi prochain. Emmanuel Macron n'a pas l'air de devoir changer de position, en effet. Merci infiniment, Pierre-Henri Dumont, d'avoir été notre invité ce soir sur ce sujet. Je rappelle que vous êtes député du Pas-de-Calais, référent immigration du parti LR. OVPL continue avec le match des idées. Il va opposer Jacky Isabello à Florian Silnicki. On va revenir sur le silence d'Emmanuel Macron face aux Gilets jaunes depuis son retour d'Argentine. Pas un mot du président, en tout cas face caméra, pas de prise de parole publique. En revanche, il multiplie les déplacements et les rencontres, une stratégie de communication qu'on va analyser dans un instant avec nos spécialistes. Ce sera juste après ce sujet de Louis Duménil. Ils ont défilé ce matin devant les médias, 9 ministres en tout pour défendre les annonces d'Édouard Philippe. Une offensive médiatique qui contraste avec la discrétion du chef de l'État. Depuis son voyage en Argentine, Emmanuel Macron cultive le silence. Un silence pesant, ponctué de discrètes visites. Lundi, un déjeuner dans une brigade de CRS. Hier, à la préfecture du Puy-en-Velay, gravement endommagée par un incendie lors des émeutes samedi dernier. Des choix forts, sans un mot aux médias, ni rencontre directe avec les Gilets jaunes. Un silence qui n'a pas empêché les huées dimanche avenue Kléber à Paris et à la préfecture en Haute-Loire. À 3 jours de l'acte 4 voulu par les Gilets jaunes, c'est finalement par la voix de son porte-parole qu'Emmanuel Macron s'exprime. Le président de la République a demandé aux forces politiques, aux forces syndicales, au patronat, de lancer un appel clair et explicite au calme et au respect du cadre républicain. Un appel au calme que le gouvernement pourrait réitérer avant un nouveau week-end de protestation sous haute tension. Et avec nous pour ce match des idées ce soir, Jacky Isabello, bonsoir. Bonsoir, communicant, cofondateur de Coriolink, et Florian Silnicki, bonsoir à vous également, fondateur de la Frenchcom, agence de communication politique. Je voudrais vous faire réagir à ces images de huées qu'on a vues hier soir au Puy-en-Velay. Emmanuel Macron, il faut qu'on les revoie ces images et qu'on les analyse ensemble. Ça a été quand même assez violent. Vous diriez qu'il y a de la haine maintenant, que ça va au-delà de la défiance classique vis-à-vis du politique, Jacky Isabello? Alors, c'est sûr qu'on a franchi une étape, mais surtout, il y a une nouvelle terrible erreur de communication, d'appréciation qui a été faite par les équipes parce que quand on forme des clients avec Florian, on leur explique que le background, l'image derrière la situation, eh bien cette image, elle renvoie 1000 mots. Et c'est vrai que de soumettre à cette pression un président de la République qui est déjà accablé de toutes parts et acculé par l'ensemble des forces politiques et par un mouvement qui les dépasse, eh bien ça signe un peu un début de mort politique. J'ai du mal à employer ce terme. Ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas l'exposer médiatiquement, ou voulez dire qu'il reste ça a été une erreur dramatique de lui faire croire qu'il était attendu favorablement de la part de la population, parce qu'il allait naturellement apporter son amitié, le soutien de la République à des gens qui avaient risqué leur vie dans cette préfecture. Et donc de le soumettre à cette pression supplémentaire et de le contraindre à devoir assumer les analyses des médias d'une politique qui est conspuée par les observateurs, mais là, en plus, détestée et insultée par la population. Cette erreur-là, ça en rajoute à d'autres et c'est pas bon pour son image qui était déjà bien entachée. Sauf que s'il ne faisait pas de déplacement sur le thème des Gilets jaunes, on l'aurait accusé de rester dans sa tour d'ivoire, de rester en retrait. Florian Silnicki, c'est quand même compliqué comme situation. Bien sûr, d'autant que la communication, elle prend d'abord en compte d'où vient le message. Et Emmanuel Macron, il était perçu par les Français, et d'ailleurs ça l'embêtait beaucoup, mais je crois qu'il n'a pas fait grand-chose pour changer, comme ce président des riches. Et en cela, d'ailleurs, il y a beaucoup de similitudes avec Valéry Giscard d'Estaing, cette modernité qui se transforme en mépris et en arrogance à l'égard de la population française, et avec Nicolas Sarkozy, qui n'aura pas, lui, réussi à comprendre que les symboles faisaient de lui un président des riches. Et bien, on a la même difficulté ici. Emmanuel Macron, il a su faire très attention aux symboles au départ. Ça a d'ailleurs fait son succès dans l'opinion publique. C'était ce président jupitérien. Il a ensuite complètement déraillé dans sa communication politique. Et alors là, c'est un sketch, puisqu'on enchaîne les erreurs de communication politique. Mauvaises séquences. Il a d'abord parlé trop tôt, et puis ensuite, maintenant, il ne parle pas. À l'heure où son nom est gravité partout en France, eh bien, le président de la République, il s'enferme dans sa tour, et il veut réimposer sa maîtrise du temps, sauf qu'il a perdu la maîtrise du temps, que sa parole, elle est attendue, et que le mouvement et l'hystérisation du mouvement des Gilets jaunes, il en est le principal responsable,
par les formules provocatrices qu'il n'a cessé d'utiliser. Oui, mais il y a quelque chose d'un peu paradoxal. On dit il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime. En même temps, dès qu'il dit quelque chose, d'abord on le critique et on a le sentiment que ça met de l'huile sur le feu, Jackie Isabello. Vous savez, un de nos amis communs que vous invitez souvent, dont je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas lui faire de la pub, c'est Arnaud Benedetti. Oui, on le connaît bien. Il parle d'un sociologue de la crise politique qui s'appelle Michel Daubry. Et Michel Daubry, il explique notamment qu'à un moment, en crise, eh bien, c'est les effets de la crise qui sont analysés et c'est non plus les causes qui sont à l'origine de la crise qu'on devrait analyser. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est dans un maelstrom qui est incontrôlable et chaque séquence, eh bien, elle nourrit un monstre qui s'appelle le mécontentement. Donc là, il est dans une spirale négative qui est très difficile à contenir. Et la question à laquelle vous voudriez que je réponde par l'affirmative, qui est souvent celle, par exemple, de nos clients, de dire comment on en sort. Eh bien, il y a des fois, on ne peut pas en sortir. Et là, pour l'instant, parce qu'il a loupé les différentes étapes de ce que nous, on appelle dans le jargon la cinématique, c'est-à-dire la manière dont on gère le mouvement du corps de la crise, eh bien, comme il a raté ça, eh bien, il est en train de subir dans tous les sens. 2, il affaiblit ses soutiens potentiels qui déjà avaient du mal à s'affirmer. 3, il est en réaction permanente, il ne peut reprendre la main et il nous envoie en plus, et c'est pour ça qu'on était d'accord avec Florian, il ne fait que nous envoyer des cartes postales négatives sans parole. Ça, c'est une situation qui est très délicate et vous l'avez vu, Rebecca, dans la rue, le week-end, dans nos familles, les gens commencent à être extrêmement inquiets. On n'est plus dans l'analyse d'un fait médiatico-politique, on est dans la transmission de l'angoisse au sein même de la société de gens qui se disent « si ça se passe mal ce week-end, qu'est-ce qu'on devient ?» On finit par appréhender les week-ends. Alors, je ne vais pas citer Arnaud Benedetti, mais je vais citer les mots de Maurice Safran, éditorialiste pour Challenge. Depuis l'affaire Benalla, Emmanuel Macron est à contretemps dans son dialogue avec les citoyens qu'il est censé conduire. Systématiquement à contretemps, systématiquement en retard, systématiquement à côté de la plaque, systématiquement en décalage avec les attentes, les espoirs et les désirs des Français. C'est bien résumé, Florian Silnicki ? Oui, on pouvait sans doute pas attendre de lui quelque chose de très positif sur Emmanuel Macron. En revanche, je partage totalement ce diagnostic et c'est triste pour un président qui s'est illustré dans la resacralisation de cette fonction présidentielle. Encore une fois, le mouvement des Gilets jaunes, il ne marche pas. Le mouvement des Gilets jaunes, il a déstabilisé cette présidence dont la communication politique ne marche pas pour une seule raison, c'est parce qu'ils n'ont pas su éteindre l'incendie quand ils ont vu les premières flammes. Et aujourd'hui, ils ne cessent de mettre de l'huile sur le feu, d'abord avec ces déclarations totalement orgueilleuses d'un porte-parole qui s'appelle Benjamin Griveaux, qui n'a cessé d'expliquer qu'il gardait le calme avant de nous jouer un beau morceau de valse et même d'ailleurs de tango, puisqu'il a fait croire qu'il pouvait avancer tout en reculant tout à l'heure. Et là, on a aujourd'hui un président de la République qui ne parle pas et dont les instructions manifestes à son Premier ministre sont on ne change rien à un programme. À l'heure où ces Gilets jaunes nous disent on a besoin d'être rassurés sur notre avenir, on leur dit on a un programme qui pourtant ne les a déjà pas convaincus et on a un bilan qu'ils ne veulent pas entendre parce qu'ils rejettent a priori la parole du politique. Et comme si ça ne suffisait pas, Donald Trump est venu se mêler de tout cela avec un tweet que je vous invite à lire avec moi. Je suis heureux que mon ami Emmanuel Macron et les manifestants à Paris soient tombés d'accord sur la conclusion à laquelle j'avais abouti il y a 2 ans. L'accord de Paris est fondamentalement mauvais car il provoque une hausse des prix de l'énergie pour les pays responsables tout en donnant un blanc-seing à certains des pires pollueurs. Il n'a pas l'air, mais il est très violent politiquement ce tweet, non ? Eh bien, il aurait pu, s'il avait été extrêmement mal intentionné, tweeter « Make our president great again ». Il aurait pu lui renvoyer. Faut faire attention. Parce que quand on est l'émetteur de ce premier acte il l'a défié, hein, eh bien, vous êtes dans la mauvaise situation quand le boomerang vous revient en pleine figure. Donc c'est vrai que dans la manière dont Emmanuel Macron a géré ça... Il paye son arrogance, finalement. Alors, plus que ça, on y a tous bien réfléchi. Et j'aboutis à vous rappeler de cette citation de Patrick Lelay qui disait, moi, en tant que patron de chaîne de télé, eh bien, je délivre du temps de cerveau disponible. Ça avait fait un scandale. Eh bien, un homme politique, ça doit mettre le temps de cerveau disponible de l'électeur en capacité de recevoir les éléments de la réforme. Et pour faire ça, eh bien, il faut qu'il soit confortable. Et Emmanuel Macron, il n'a pas gagné l'élection. Il a reçu un bâton
non, peut-être pas de maréchal dans l'état dans lequel il est, qui lui incombait de transformer en mettant le peuple en état d'assumer les réformes assez dures qu'il voulait conduire et non pas de les insulter tous les 4 matins. Donc, réforme plus petite vexation, eh bien, tous les psychologues vous diront qu'à la fin, les gens s'énervent. Et le tweet de Donald Trump, eh bien, ça n'est que la conclusion de séquences de vexation avec lesquelles Emmanuel Macron joue depuis bien trop longtemps, comme le disait Florian tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous inspire, ce tweet, cette réaction de Donald Trump, très ironique, très faussement amicale, évidemment Il aurait d'ailleurs eu tort de s'en priver. Emmanuel Macron, il a réussi une à... urgence personnelle. Bien sûr, Emmanuel Macron, c'est vrai. Emmanuel Macron, il a violemment attaqué, et d'ailleurs c'était un très beau coup à l'époque, salué par tous, Donald Trump. Évidemment, Donald Trump n'allait pas laisser passer l'opportunité de pouvoir prendre sa revanche. Il l'a prise et il l'a bien prise, il faut saluer. C'est un acte très bon de coup de com', communication, ça. bien sûr. Florian, l'année dernière, à Public Sénat, chez Rebecca, le coup de com' de l'année, justement, on avait fait chez Rebecca, c'était Make Our Planet Great Again. Absolument. Dans les Gilets jaunes, il y a quelque chose de la Trumpisation, du mouvement qui arrive de la Trumpisation en France. C'est la France qui dénonce, la France d'en bas qui dénonce ses élites, que c'était pourtant le discours porté par l'extrême droite jusque-là. Il y a la France de la ruralité contre la France des grandes villes. Il y a de cet ordre-là qu'il ne faut pas laisser prendre politiquement. Emmanuel Macron, il n'a évidemment pas intérêt à laisser faire cela. Depuis la semaine dernière, plusieurs people, vous l'avez vu, ont affiché leur soutien aussi à ces gilets jaunes, Brigitte Bardot, Michel Polnareff, et hier, c'est Jean-Michel Jarre qui s'est exprimé. Alors ça peut faire sourire, mais lui qui voyage dans le monde entier, eh bien, il nous explique que la France est en train de retrouver l'image du pays de la Révolution française, et lui, eh bien, ça le rend fier. Ces images de violence qui sont diffusées un peu partout dans le monde, finalement, sont un peu comme un électrochoc pour la planète, historiquement, depuis la Révolution, que ce soit depuis les grands moments de la résistance en France, de mai 68. Finalement, la France est toujours pionnière, d'une certaine manière, dans le lancement d'alerte. Et finalement, les Gilets jaunes sont aussi des lanceurs d'alerte. Et illustration de ces gilets jaunes français qui servent d'exemple ailleurs dans le monde. On vous en a trouvé 2. Cette image d'un député serbe de la droite nationaliste qui a enfilé un gilet jaune en pleine séance au Parlement, lui aussi pour protester contre les prix de l'essence dans son pays. Des gilets jaunes en Irak également. Regardez à Bassora où s'est organisée une grande contestation contre la corruption et le manque d'eau potable. Plusieurs manifestants ont arboré, vous le voyez, ce gilet jaune devant le bâtiment gouvernemental. Est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Michel Jarre finalement? Est-ce que la France est en train de retrouver son image de pays de la Révolution? Je trouve assez mesuré. C'est quand même un intellectuel, en plus d'être un formidable musicien, qui nous offre tous les jours sur France Info ses petits jingles, parce que c'est lui qui les a fait. Je le trouve assez mesuré. Quand c'est Michel Polnareff, le roi de la défiscalisation et de la fuite devant le fisc qui donne des leçons, ou en tout cas qui apporte son soutien aux Gilets jaunes, je trouve ça décadent, je trouve ça insupportable, donc je ne l'écouterai pas. Là, c'est une analyse de la part de Jean-Michel Jarre. Alors, ce qui se passe là, vous voyez, c'est ce qu'on appelle en marketing le spin effect. C'est-à-dire que ce symbole qui a été utilisé par ces gens qu'on appelle le mouvement Gilets jaunes, quand c'est repris comme ça, et que ça s'installe à la une des médias internationaux, ce spin effect, c'est que vous vous êtes pris un coup tellement fort par votre concurrent, donc là votre opposant politique, que vous ne pouvez rien faire pour revenir en arrière. Donc si ce symbole maintenant est le symbole de la contestation à Emmanuel Macron et qu'on la voit s'afficher à chaque fois qu'il y a une contestation à l'autre bout du monde, vous imaginez à chaque étape électorale ce que pourrait donner la cote de popularité du président de la République. Et c'est en train de devenir un petit phénomène mondial aussi. Ça change quelque chose sur l'image de la France, Florian Silnicki? En tout cas, ça appelle une réaction rapide du président de la République, parce que si le président de la République n'a pas compris que sa prise de parole n'avait pas été assez rapide, je ne sais pas ce qu'il faut, mais en tout cas, il faut qu'il parle, et avant samedi, pour tenter d'éviter les images catastrophiques. Je vous voyais avoir des doutes sur ce que disait Jean-Michel Jarre. Je ne partage pas du tout l'idée que ce sont les prémices de la Révolution française. Je trouve que c'est un contresens historique absolu, que ça n'a strictement rien à voir, qu'il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. Je trouve que c'est totalement excessif que de comparer ça à une révolution. En revanche, ça dit quelque chose de cette France qui n'a plus d'espoir, qui pense que ses enfants vont moins bien vivre qu'eux. Et c'est la France qui travaille, là. C'est pas la France assistée qu'on a pu décrire. C'est vraiment la France propriétaire en périphérie de ville qui s'inquiète pour l'avenir de ses enfants et qui ne voit pas de méritocratie, qui ne voit pas, malgré ses efforts au travail, la possibilité de progresser dans l'ascenseur social, dans les échelles sociales. Et ça pose un problème auquel Emmanuel Macron et son Premier ministre ne répondent pas. Il y a le feu devant leur maison, ils répondent à ces gilets jaunes. On
a confiance dans notre système incendie, c'est leur programme politique. Je crois qu'il est temps d'appeler les pompiers. Quand on y pense, c'est un sacré coup de com', ce gilet jaune. J'imagine que ça doit être une leçon quand on est spécialiste en communication, une leçon ou pas, ou en tout cas on se dit waouh, quel coup de com' énorme et qui vient du peuple, qui a été spontané. C'est le Je suis Charlie. Celui qui a lancé Je suis Charlie, on s'est dit incroyable, il a réuni en un seul tweet tout ce qu'on pensait tous. Et puis alors, je vais vous dire, la pire des choses, je pense qu'il ne l'a pas fait exprès, mais finalement, c'est l'antithèse d'En Marche, puisque c'est en panne. Et ça, quand vous avez un contre-symbole qui est encore plus fort que ce que vous avez véhiculé, quand on déconstruit totalement votre théorie, c'est un coup dur. Après, sur la Révolution, c'est toute proportion gardée. C'est-à-dire que mai 68 a été comparé à 1789. Fort heureusement, il n'y a pas eu autant de morts. On n'a pas eu tout ce qui s'est passé et les portants de la liberté n'ont pas fini à l'échafaud comme ça s'est passé en 1793, 94 et 92. Voilà. Mais bien sûr, ce symbole, il est dingue et puis en plus, il est simple d'accès. Et je vais vous dire, il va être réutilisé comme tout un tas d'autres symboles. Je ne voudrais pas faire des fausses analogies, mais regardez, à un moment, la petite main de touche pas à mon pote, eh bien, elle a été réutilisée pour s'opposer à toutes les mauvaises intentions vis-à-vis de tout un tas de gens qui avaient des spécificités, des orientations sexuelles, le combat de certaines catégories de la population. On s'est dit, bah voilà, c'est un beau symbole. Et là, ça va être exactement la même chose. Et côté Gilets jaunes, la communication est tout de même un petit peu trouble. Alors, il y a ceux qui ont attaqué la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, il y a ceux qui ont fait rempart en chantant la Marseillaise, le poing levé, il y a ceux qui ont tabassé un policier devant les caméras, et puis ceux qui ont bravé les coups pour au contraire le protéger, il y a ceux qui appellent à la révolution, à la révolte du prolétariat contre le capitalisme, et puis il y a ceux qui demandent un général au pouvoir, et là c'est Daniel Cohn-Bendit qui n'est plus du tout content, écoutez. En 68, on se battait contre un général au pouvoir, les Gilets jaunes aujourd'hui demandent un général au pouvoir. Florent Silnicki, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal à les suivre, ces Gilets jaunes. Ils sont tellement eux-mêmes divisés et parce qu'il n'y a pas de message général, il n'y a pas de communication unique. C'est vrai, d'ailleurs c'est le comble de leur reprocher une communication quelconque, parce que d'ailleurs ce sont des gens qui vomissent la communication politique. Et leur naissance et leur mobilisation, elle est avant tout contre les politiques qui ont été prisonniers de leur communication politique et qui ont tué leur image définitivement et leur crédibilité auprès d'eux. Maintenant, si je suis le premier à dénoncer les violences quelles que soient les formes qu'elles prennent, je considère qu'il faut avec empathie regarder ce mouvement net. C'est une nouvelle forme de mobilisation sociale, c'est la facebookisation de cette mobilisation sociale que le pouvoir n'a pas vu naître, n'a pas compris et n'a pas entendu jusque-là, mais il faut avec empathie regarder qu'ils sont en train de se structurer. Alors ils n'ont pour l'instant pas d'existence légale, pas d'organigramme, difficilement des porte-paroles, mais on sait aussi que dans les partis politiques, il y a parfois des voix dissonantes, parfois de la violence, et qu'on ne peut pas reprocher à ces gilets jaunes ce qui existe dans les partis politiques qu'ils rejettent d'ailleurs. Niveau com, ça ne s'organise pas du tout, évidemment. Non mais justement, c'est une difficulté supplémentaire, c'est que cette incohérence qui est structurante à ce mouvement, eh bien, elle fait son authenticité. Et à la rigueur, c'est encore plus dur pour le président Macron, parce que la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'ils réclament, même si parfois ils demandent la thèse et l'antithèse. Le matin, ils sont parents d'élèves, le soir, ils sont contribuables, mais la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est les slogans qu'ils brandissent. Et les slogans qu'ils brandissent, vous les connaissez. Ils demandent la tête de quelqu'un. Et donc, ça aussi, c'est très mauvais pour le pouvoir en place. Mais c'est d'ailleurs parce qu'ils ont observé qu'on demandait la tête de quelqu'un que les conseillers à l'Élysée ont immédiatement suggéré au président de la République de se retrancher et d'exposer le Premier ministre pour mieux le renvoyer d'ailleurs à son rôle institutionnel et constitutionnel de fusible. De fusible, absolument. Et le général de Villiers, c'est pas que les gens veulent un général à la tête de l'État avec tous les atours de ce que ça pourrait apporter, mais c'est parce que le général Pierre de Villiers, ça a été le premier sacrifié de la politique un petit peu autoritaire. Ce type qui a tenu la baraque, il est là pendant les attentats, il a réorganisé l'armée qui a fait des missions de maintien de l'ordre alors que c'est pas son job, il a géré le logiciel Louvois, les militaires qui partaient à l'autre bout du monde se faire tuer, on n'était même pas foutus de leur virer leur solde, enfin en tout cas pour ceux de l'armée de terre, et ça a été le premier sacrifié en plus dans la pire des conditions, c'est-à-dire devant ses homologues étrangers. Donc en fait, c'est le premier des gilets jaunes, alors son uniforme
forme est un petit peu dorée. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se reconnaissent en lui, mais non pas pour avoir une espèce de il a écrit un livre Vénézuélien. Être un chef, à l'heure où les Français dans les sondages nous disent on veut le retour de l'ordre. Merci à tous les deux pour ce match des idées très instructif. On va maintenant aborder les différents angles politiques du dossier des Gilets jaunes. #OVPL pour réagir sur Twitter. J'espère que vous vous en souvenez. Face à l'ampleur du mouvement, l'exécutif semble totalement revoir ses plans. Interrogation soudaine sur la suppression de l'ISF, loi alimentation reportée. Et maintenant, Édouard Philippe qui envisage de renoncer complètement à la hausse des taxes sur le carburant. Certains parlent de reculade en série. Ne faut-il pas aussi parler peut-être d'un sens des responsabilités? En tout cas, on va en débattre avec nos invités après ce sujet de Quentin Calmet. Carburant, loi agriculture et alimentation ou encore ISF, le gouvernement, sur de nombreux fronts, tente de sortir de la crise. Premier dossier, la taxe carbone. Ce mardi, Édouard Philippe évoquait un moratoire, une suspension de 6 mois de la hausse de cet impôt. 24 heures plus tard, le Premier ministre va plus loin. Il envisage désormais clairement l'annulation pure et simple de cette hausse des taxes. Si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. Un renoncement désormais net sur ces hausses de taxes afin d'envisager une sortie de crise avec les Gilets jaunes. Autre renoncement, la loi agriculture et alimentation. C'est ce mercredi que devaient être signées les ordonnances sur le relèvement du seuil de revente à perte. Une mesure très attendue par les agriculteurs, mais qui aurait pu pénaliser le pouvoir d'achat. En conséquence, là encore, le gouvernement recule. Sont reportés parce que ce matin, Jean-Pierre Elkabbach, vous comprendrez bien qu'il y a d'autres sujets d'actualité qui font que... D'accord. Est-ce que ça va être reporté ou enterré? Non, je peux vous dire ce matin que les conclusions des États généraux seront mises en œuvre par le gouvernement. Enfin, dernier dossier sur lequel on note un changement de ton, l'impôt sur la fortune. Plusieurs membres du gouvernement n'hésitent plus à évoquer le rétablissement de l'ISF après la période d'évaluation de 2 ans prévue lors de sa suppression, avec au passage un mea culpa. Moi, je trouve qu'effectivement, le gouvernement était trop lent à répondre. On a apporté une réponse peut-être dans des termes trop techno. L'impôt sur la fortune, dont il a aussi été question lors du discours d'Édouard Philippe à l'Assemblée nationale, le Premier ministre qui a dit ne pas craindre un débat nécessaire sur l'ISF. Et avec nous pour le grand débat dont va plus loin, Isabelle Véramasson, bonsoir. Directrice de recherche au CNRS, spécialiste en communication politique. Sophie Fay, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter à l'Obs, l'Obs qui fait sa une sur l'ISF, justement. ISF, la faute fiscale, voilà pour le titre de l'hebdomadaire cette semaine. Thierry Fabre, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef à Challenge. Et Pierre Jacquemin, bonsoir. Rédacteur en chef de la revue Regard. Comment faut-il qualifier ce que fait le gouvernement depuis 24 heures? Reculade, renoncement, marche arrière, sens des responsabilités, geste d'apaisement? Isabelle Véramasson, aidez-nous. Là, on peut utiliser plusieurs mots parmi ceux que vous avez cités. Évidemment, c'est une reculade. Comment dire autrement? Je trouve que c'est aussi un geste d'apaisement dans la mesure où on voit bien que ça correspond, contrairement au discours d'Emmanuel Macron juste avant, dans lequel on ne voyait pas en quoi ce discours allait servir à quoi que ce soit, en tous les cas en ce qui concerne la colère. Là, effectivement, il est directement en réponse aux demandes. Hein. Il n'est pas en train de jeter en touche ou d'évoquer quelque chose d'autre. Donc c'est à la fois une reculade, c'est à la fois le désir de calmer les choses, c'est peut-être un renoncement, si véritablement, parce qu'il a quand même porté contre un vents et marées pendant 15 très très longs jours l'idée qu'il ne fallait pas changer. Et, oui, le mot cap, on l'a entendu. Hein. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le côté reculade. Renoncement, parce qu'il était peut-être sincère dans ses convictions écologistes, on l'espère, malgré le départ de Nicolas Hulot, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et puis, évidemment, un tout petit peu demi-mesure. Alors là, ce que je voudrais dire, c'est que les choses sont liées. Je pense que c'est une demi-mesure parce qu'il est aussi responsable. C'est-à-dire que abandonner totalement, immédiatement, toute taxe sur les carburants aurait signifié d'une certaine manière que peu importe la question du climat, les questions écologistes, on a complètement oublié. Là, il y a quand même le désir de garder ce cap par rapport à ça. Pourquoi je vous pose cette question sur les termes? Parce qu'on a entendu pendant la crise des responsables politiques, notamment Marine Le Pen, dire mais ce ne sera pas une reculade, Monsieur le Président, faites sens des responsabilités, ayez un sens des responsabilités. Là, pour le coup, il semble faire des gestes et on lui parle de reculade comme si c'était un reproche et même du mépris, Sophie Fay.
Il n'y a pas de reproche, pas de mépris. Il ne pouvait pas ne rien faire face à ce qui s'est passé dans la rue. Il ne pouvait pas ne rien faire. Il ne pouvait pas ne rien faire face à cette expression qu'on a entendue. Et puis, ce qui est intéressant quand même dans ce mouvement, c'est qu'on a vu des choses mises sur la table qu'il fallait regarder quand même. Quand on voit que tout l'effort de la transition énergétique est proportionnellement porté par les ménages les plus modestes. Bon, mais dans les statistiques, dans les moyennes générales, c'était un peu passé à la trappe. Donc là, accepter de faire un temps de pause, de regarder ça et de modifier, je trouve que c'était une démarche nécessaire. Maintenant, la reculade, elle n'est pas non plus complète, elle n'est pas non plus parfaitement claire, parce que, notamment quand on voit sur l'ISF, moi, personnellement, ce soir, je n'ai pas très bien compris justement, ce qui avait été décidé ou pas décidé. Dans un instant, on va juste terminer le tour de table pour comment vous percevez l'action du gouvernement depuis 24 heures. Ce qu'on savait d'Emmanuel Macron, c'est qu'il voulait faire l'inverse de François Hollande. Il a été élevé en politique à ses côtés et il s'est toujours dit les reculades ou le yo-yo, les jeux de godille de François Hollande qui prenait une mesure et qui allait dans le sens inverse, il ne voulait pas le faire. C'est pour ça qu'il a essayé de tenir très longtemps. Très longtemps, dans son discours, il n'y avait quasiment aucun recul. Et jusqu'au dernier moment, il a essayé de tenir pour qu'il n'y ait pas de changement de cap. Alors évidemment, l'anti-Hollande. Voilà, l'anti-Hollande. La pression est tellement énorme, le mouvement est tellement massif qu'il ne pouvait pas faire autrement que, d'une certaine façon, de reculer. Mais vous avez bien vu que dans son recul, comme c'est un moratoire, il y a toujours l'apparence de dire, écoutez, on va discuter, on suspend, mais la politique, c'est la même. Ce qui change beaucoup ces derniers jours, c'est pas seulement le moratoire sur les taxes, c'est l'ISF. L'ISF, on touche un des points importants de sa politique, très critiqué. Mais elle avait une cohérence dans sa logique de réforme libérale et de dire on le lance et on attend les résultats. Quand on voit aujourd'hui des membres de son gouvernement qui le remettent en cause et qui parlent d'annulation, effectivement, là on sent Ils ont été recadrés d'après les Échos. Certes, mais si vous voulez, quand on fait une mesure fiscale et qu'on attend des effets, on ne sait pas si ça va marcher, et que tout de suite on met en cause, évidemment les effets, on est sûr qu'ils seront négatifs, puisque les gens évidemment ne vont pas rentrer en France, puisqu'on essaie de les faire rentrer, ça c'est maintenant quasi certain, avec une éventuelle perspective de remettre l'impôt. Donc déjà, un des points importants de sa politique a été atteint. Même s'il n'y a pas reculade réelle, mais elle est déjà enfoncée. Pierre Jacquemin, est-ce que vous vous dites, finalement, il a quand même fait preuve de responsabilité, ce gouvernement, en faisant des gestes ? En tout cas, je veux rebondir sur ce qu'il vient de dire, parce que je suis assez d'accord sur cette obsession qu'a Emmanuel Macron à vouloir conduire une politique qu'il assume et qu'il assumera jusqu'au bout, sans jamais renoncer à un début de quelque chose. Une forme d'obstination, oui, il y a une forme d'obstination. Je pense que c'est vraiment son obsession de marquer son quinquennat de mesures qui tiendront et qu'il assumera. Ce que je crois, c'est que si ce gouvernement a fait le choix de reporter, ou en tout cas de suspendre l'augmentation des taxes carbone, si vraiment il considère que c'est une mesure qui doit apaiser la mobilisation, je crois qu'il n'a rien compris de la colère, ou il n'a rien compris de ce qu'est cette mobilisation. C'est vrai qu'elle a démarré sur la question de la fiscalité, la question de la taxe carbone, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de revendications, il y a une repolitisation des citoyens français aussi sur des mots d'ordre très concrets, abolition des privilèges, on entend des choses quand même qui sont très fortes, et je pense que c'est de ça dont on attend une réponse du président de la République et de ce gouvernement. Et je crois malheureusement que cette annonce du report de la taxe n'est pas suffisante. On va attendre, le peuple, les gens qui se mobilisent au quotidien vont attendre des mesures immédiates. On va parler de l'ISF dans un instant, mais ça n'est pas une mesure qui va conforter tout de suite le pouvoir d'achat des Français. Alors, on a effectivement beaucoup parlé aujourd'hui de cette brèche ouverte sur la suppression de l'ISF. Je répète les mots de Benjamin Griveaux. Il faudra évaluer, il faudra voir si l'argent qui a été supprimé dans cette part de l'ISF sur les valeurs mobilières revient bien dans l'économie réelle. Édouard Philippe a affirmé à peu près la même chose à l'Assemblée tout à l'heure. Est-ce vraiment une ouverture? Est-ce vraiment un recul? Bruno Le Maire disait exactement la même chose il y a un an. Écoutez. La meilleure réponse aux critiques, qui sont toutes légitimes en démocratie, c'est la transparence, c'est l'évaluation. Je suis prêt à engager une évaluation d'ici 2 ans de notre politique fiscale. Nous mettrons en place, comme je l'avais promis, une mission de suivi qui pourra rendre ses premières conclusions dans 2 ans. Donc finalement, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, ces membres du gouvernement qui auraient ouvert un tout petit peu une brèche sur l'ISF. La consultation, elle aura lieu de toute façon. Mais là, il y a à la fois quelque chose de déjà dit, déjà prévu. L'évaluation, elle était prévue dès le vote de la loi. Bruno Le Maire avait déjà même précisé que l'INSEE, la Banque de France et le Parlement seraient associés à évaluer. Donc simplement, non, l'ouverture, c'est de dire
éventuellement on le rétablit. Jusqu'alors il disait on l'évalue, est-ce que c'est efficace ou pas? Mais ça veut dire la même chose. Non, c'est pas pareil parce qu'on évalue l'efficacité d'une mesure et puis après on voit ce qui se passe. C'est-à-dire que donc on sous-entend que c'est possible de la supprimer. Mais simplement, là, on peut la modifier, on peut l'ajuster. Et là on voit bien que sous la pression de la rue, ils en viennent avec ce symbole. Le symbole est tellement fort, tellement honni, qu'ils en viennent à parler de suppression. Et encore une fois, donc c'est le fait d'émettre cette possibilité, ça tue la mesure. En attendant, ce comité d'évaluation, il n'est toujours pas formé. Notre journaliste de publicsénat.fr, François Vignal, a téléphoné à Bercy et Bercy lui a confirmé que ce comité d'évaluation n'existait toujours pas. C'est ça, alors qu'il est lancé depuis 6 mois. Mais je reviens juste sur un point. On reproche beaucoup de choses à Emmanuel Macron. On parlait d'obsession. Il est quand même venu en disant « Moi, je vais faire ce que j'ai promis ». Et c'était quand même une nouveauté. Jusqu'alors, beaucoup de présidents avaient fait l'inverse. Rappelez-vous Jacques Chirac en 1995, la fracture sociale et le plan d'austérité après. Donc il a voulu jusqu'au bout essayer de tenir ça. Je mets en place ce que j'ai promis. Ça marche que si on fait fonctionner la démocratie. Et la démocratie, c'est pas que la démocratie parlementaire, c'est aussi une démocratie sociale. Et c'est aussi le problème de cette cristallisation de la colère. La colère, elle existe aussi dans le peuple, mais elle existe parce qu'il y a eu une colère syndicale, il y a eu une colère dans le peuple qui s'est exprimée par les syndicats. Aujourd'hui, elle dépasse cette colère-là. Et c'est aussi pour ça qu'Emmanuel Macron pêche, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas eu de discussion. Il parle de concertation en permanence, mais il n'y a pas eu de négociation. Et c'est là où il y a une revanche aujourd'hui qui se met en route. Je trouve quand même je ne vois pas comment on peut dire qu'il n'y a pas eu de changement à propos de la taxe carbone. Nous allons bloquer l'augmentation pour pouvoir mettre en place pendant 3 mois, 6 mois, les mesures qui vont permettre de compenser cette taxe carbone, c'est finalement reconnaître qu'on aurait dû faire quelque chose qu'on n'a pas fait longtemps avant. Et d'ailleurs, on le sait, l'autre jour, Laurent Fabius disait que déjà, au moment de la rencontre de Paris, ils avaient dit, lorsqu'on travaillera sur la question des taxes, il faudra aménager pour les gens, c'est pour les plus modestes, ces questions-là. Donc, d'une certaine manière, il ne l'a pas dit comme ça, mais il reconnaît qu'il aurait dû faire quelque chose avant et qu'il va faire maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il va abandonner, qu'il va remettre immédiatement la taxe carbone. Ça veut dire simplement qu'il va soit réussir à aménager pour les plus modestes, c'est-à-dire les gilets jaunes, la question de l'adaptation à ce nouveau monde où l'essence est très cher, ou alors il reviendra dessus. Ouais. On ne peut pas dire qu'il n'a rien fait. Mais il y a un problème de temporalité, Sophie. Ça me paraît énorme. On a des gilets jaunes, et c'est normal, qui sont pressés, qui ne peuvent pas se projeter dans 3 mois. Ah oui, mais pour les gens pressés, c'est bloqué. Ah non, pour les gens les plus pressés, il n'y a aucune augmentation. Là, ça, c'est concret. Alors, pour les gens les plus pressés, il y a quand même des augmentations en cours qu'ils ne cessent de répéter. C'est quand même en octobre, ils ont quand même vu la fin de la taxe d'habitation. Il y a quand même quelques augmentations qui sont... les mesures en faveur du pouvoir d'achat. Les mesures de pouvoir d'achat, elles vont arriver à ce moment-là. Ils ont vu quand même les cotisations sociales qui baissaient sur les fiches de paye. Donc, c'est jamais assez. Mais il y en a quand même un peu. Bon, c'est pas nouveau. Après, ils ont sans doute des choses en réserve. Il y a beaucoup d'économistes qui leur recommandent, par exemple, d'améliorer la prime d'activité. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourra venir aussi, peut-être plus à froid, mais c'est une possibilité. Ce qui se passe en ce moment, moi, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est le message qui est envoyé aux gens qui payaient l'ISF. Ce qu'on voit en ce moment, c'est 2 choses sur l'ISF, qui fait que si on fait l'évaluation aujourd'hui, comme on a essayé de la faire, elle est catastrophique. Il y a 2 choses. Avec l'ISF, pour ne pas payer l'ISF ou pour réduire leur impôt, ils investissaient dans le capital de start-up ou de PME. Depuis qu'il n'y a plus cette obligation, depuis qu'il n'y a plus l'ISF, ils ont cessé d'investir. Une grosse partie des gens qui étaient redevables de l'ISF ont cessé d'investir. La deuxième chose, c'est qu'ils pouvaient réduire leur ISF en donnant à des associations. Et les associations, là aussi, un manque criant d'argent maintenant. Les dons ont baissé. Donc, d'ici la fin de l'année et toute l'année prochaine, ce qu'on espère qu'il va se passer, c'est qu'il va y avoir un sursaut de ces gens-là plusieurs d'entre eux ont témoigné dans l'Obs cette semaine en expliquant leur stratégie fiscale, ce qu'ils avaient fait. Et finalement, il y en a un qui dit on joue au Rotary, on ne parle que de ça, on joue au Monopoly. On achète de l'immobilier, on investit sur des placements qui sont plutôt sans risque, plutôt que d'aller dans le capital de start-up, qui est un investissement risqué. Et donc, on espère qu'en entendant ce qui se passe dans la rue, ils vont changer leur comportement pour que ça devienne peut-être un peu plus positif. C'est ce que Macron a cru quand il s'est lancé là-dedans. J'ai l'impression, moi, que c'est ce qu'il croit encore. Parce que non, moi, j'y crois pas. Mais, je ne vais pas y croire ou pas y croire. Je suis journaliste, je constate ce qui se passe. Mais lui, il a cru, et c'est ce qui a fait qu'il a pris ce risque politique, alors qu'il avait qu'à regarder un peu ce qui s'était passé dans l'histoire. Tous ceux qui ont touché à l'ISF ont perdu les élections. Quelle que soit l'efficacité de l'ISF, le coût politique est tellement énorme que je pense que s'il avait anticipé le coût politique, rien que pour ça, il ne l'aurait pas fait. Parce qu'effectivement, rien que cette mesure peut tuer l'ensemble de sa politique. Mais je voudrais revenir sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que le paradoxe en ce moment, c'est qu'il augmente de façon historique.
C'est ça qui est assez dingue. C'est-à-dire que, selon l'INSEE, avec les baisses de cotisation dont vous parlez... Vous avez vu qu'il y a beaucoup de disparités quand même. Attendez, il y a un moment... Ce qui est incroyable sur cette majorité, c'est qu'elle a mis 1 an à mettre en place ces mesures de pouvoir d'achat, parce qu'elle les a différées pour cause de contraintes budgétaires. Elles arrivent en octobre. Elles font monter le pouvoir d'achat à un niveau historique selon l'INSEE, 1,7%. Oui, mais on a vu des plus aisés, pas forcément des plus modestes. Si. Pour l'ensemble quand même, c'est-à-dire et la taxe d'habitation. Oui, c'est une moyenne. Ça touche quand même beaucoup de ménages modestes et à ce moment-là, ça explose. Simplement, pourquoi ça explose? Parce qu'on n'a pas réalisé à quel point ces 10 dernières années, l'érosion du pouvoir d'achat avait atteint tous les Français. Et il y a une étude vraiment très intéressante de l'INSEE qui est sortie il y a une dizaine de jours, qui chiffre à 500 € par ménage la baisse de pouvoir d'achat sur les 10 dernières années pour toutes les catégories, y compris depuis la crise de 2008. Les plus modestes. Et là, quand on lit cette étude, on comprend. On se dit, ah ouais, d'accord, depuis 10 ans, avec justement l'explosion du nombre de familles monoparentales, on comprend à quel point les Français ont souffert. Et cette évaluation, le pouvoir l'a mal fait. Parce que s'ils avaient mieux évalué, je finis juste, ils auraient justement fait les mesures en faveur des ménages plus tôt et pas attendu 1 an. Et il se trouve que ce mouvement des Gilets jaunes fait tache d'huile. L'idée d'une convergence des luttes refait surface. D'ailleurs, c'est le souhait clairement affiché par Philippe Martinez de la CGT que vous avez interviewé pour la revue Regard, Pierre Jacquemin. On va l'écouter et on va en parler juste après. Écoutez ce qu'il dit. On a des militants qui vont partout où c'est possible discuter avec les Gilets jaunes. On pense qu'il y a des possibilités de faire des choses ensemble. Évidemment, s'ils sont d'accord, parce qu'on n'est pas là pour récupérer leur mouvement. C'est bien d'occuper les ronds-points, mais pour être plus efficace, c'est bien d'occuper les usines et les services. Il est intéressant ce passage, Pierre Jacquemin. Alors d'abord, effectivement, il souhaite cette convergence des luttes. Et puis, il y a un peu d'opportunisme aussi. Comment vous avez perçu ça? Je ne crois pas qu'il y ait de l'opportunisme. Il y a, c'est vrai, un malaise à essayer d'exprimer qu'il y a un certain nombre de revendications qui sont celles de la CGT depuis très longtemps. Et c'est vrai, objectivement, quand on regarde la liste des revendications des Gilets jaunes, il y a de nombreuses revendications qui sont celles de la CGT, voire de nombreux partis de gauche depuis très longtemps. Elles sont nombreuses et elles ne sont pas toutes dans le catalogue de la CGT, c'est vrai. Et donc, il y a une difficulté, effectivement. On voit bien qu'aujourd'hui, les Gilets jaunes critiquent le monde politique, critiquent le monde syndical. Il y a une critique globale, en fait, de notre démocratie à travers l'expression des Gilets jaunes, je le crois. En revanche, il va falloir effectivement construire des passerelles, construire des liens entre le mouvement social, le mouvement ouvrier, le mouvement politique et le mouvement qui est en train de naître, dont on ne sait pas exactement ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un mouvement social, si c'est un début d'insurrection. On n'en sait rien ce que va donner ce mouvement aujourd'hui, je crois. Donc c'est ça le problème. Mais je pense qu'il a raison, Philippe Martinez, de dire qu'il va falloir donner une traduction à un moment donné à cette mobilisation et à cette colère. Les 5 leaders des principaux syndicats se retrouvent demain au siège de la CFDT, il me semble. Mais c'est une première. La convergence est nécessaire si, à un moment donné, la base des revendications veut être portée au plus haut. À un moment donné, il va falloir tomber dans des négociations, il va falloir arriver aux portes du pouvoir pour discuter de ce qu'il y a à faire pour le pays. On voit les ambulanciers, on voit les agriculteurs qui se mettent en grève la semaine prochaine, on voit les enfants des Gilets jaunes dans les lycées qui se mettent en mouvement. On a reçu pour Regard le patron du syndicat l'UNL des lycéens et il nous disait ça nous échappe. C'est des jeunes que l'on ne connaissait pas. C'est les parents qui poussent les enfants à se mobiliser aussi dans les lycées. C'est ça qui est assez surprenant. C'est une mobilisation dont on ne connaît pas très bien les formes et ce sur quoi ça peut aboutir. Mais est-ce qu'au passage, ça pourrait faire renaître, parce que, pardon, mais ils étaient un petit peu morts et enterrés depuis quelques mois, renaître les syndicats? C'est mal parti, parce qu'ils sont démonétisés. Philippe Martinez aimerait bien se coller aux manifestations, mais on voit bien la chute du nombre d'adhérents de la CGT, la chute dans les élections professionnelles. Ils sont passés derrière la CFDT dans le privé, donc ils ont quand même... Eux et les partis politiques, un vrai problème avec ce mouvement, ils sont à la traîne. C'est pas étonnant si ils sont court-circuités parce que ces dernières années, il y a quand même eu une déconnexion entre les syndicats et les salariés. Et c'est aussi un mouvement qui ressemble quand même beaucoup à l'électorat, à la manière de fonctionner, aux préoccupations du Front National, ex-Front National, du Rassemblement National, pour plein de raisons. Donc pour vous, ce ne sont pas les syndicats qui pourraient tirer profit de ce mouvement et peut-être rassembler Je ne sais pas par quel miracle ce serait possible, voilà, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de modestie de la part de Martinez, parce qu'il sait bien que quelque part, logiquement, les revendications sociales, comme disait la revendication pour le niveau de vie, pour le beefsteak, ces gens-là auraient dû être à gauche et être derrière la CGT. Or, on voit bien quand même que depuis des années, ce mouvement social-là, les gens les plus simples, les catégories professionnelles qui ont du mal à vivre, ne voient pas dans la social-démocratie, dans la gauche et même dans le communisme, ce qui était le cas dans la génération des années 60-70. Là, ils se retournent vers d'autres forces et on en riait, mais quand même, ce n'est pas rien. Lorsqu'on demande à un gilet jaune comment vous verriez le nouveau
prochain président, il vous propose quand même un militaire, donc le général. Oui, c'est une personne parmi les nombreux Oui, gilets mais jaunes, vous imaginez que cette histoire-là n'aurait jamais pu exister dans les années 70. Personne ne connaissait même le nom d'un militaire qui aurait pu, à part le général de Gaulle, qui aurait pu remplacer. Merci Emmanuel Macron de l'avoir porté très haut dans la. Oh, le pauvre, en 1 an et demi, c'est pas lui qui est responsable de ça. Ce qui est paradoxal, c'est le grand écart entre les gilets jaunes et les gens qui composent ce mouvement. D'un côté, vous en avez beaucoup qui sont des artisans, des indépendants, des petits chefs d'entreprise, des gens qui travaillent à leur compte et qui savent très bien que si on bloque l'économie en cette fin d'année, le pouvoir d'achat, ils ne sont pas prêts de le voir. Quelle que soit la bonne volonté du gouvernement, on va avoir un ralentissement de la croissance qui est déjà en train de ralentir parce qu'il y a un ralentissement de la croissance mondiale. Et là, on va avoir des entreprises qui ne vont pas s'en sortir d'ici la fin de l'année, surtout qu'on est un pays quand même qui repose beaucoup sur le tourisme et on voit bien que tourisme, consommation, c'est très important, surtout en cette période de fin d'année, et là on va planter toute cette partie. Donc vous avez une partie qui est quand même très consciente de ça, mais qui a quand même voulu faire passer son message, et de l'autre, vous avez... Les fameux gilets jaunes raisonnables, comme les a appelés... Pas forcément, je ne sais pas s'ils sont raisonnables, parce que ce qui les a fait parfois devenir déraisonnables, c'est la manière dont ils ont été traités quand ils sont venus pour la première manifestation, et que tout de suite ils étaient calmes. Enfin, on raconte cette histoire dans l'Obs de gilets jaunes qui sont venus tranquillement, et le fait d'avoir reçu des gaz lacrymogènes a fait que ils se sont radicalisés. Donc, et de l'autre, vous avez d'autres gilets jaunes qui commencent à bloquer les dépôts de carburant. Vous avez Philippe Martinez qui commence à dire, si j'ai bien entendu, il faut bloquer les usines, bloquer les services. Absolument, il les appelle à faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on veut, quoi ? Est-ce qu'on veut une économie qui marche mieux pour qu'il puisse y avoir plus de pouvoir d'achat redistribué? Est-ce qu'on veut tout bloquer? On a été entendu, ok, on commence à discuter, ou est-ce qu'on bloque tout au risque que ça tourne vraiment mal? Il y a une autre contradiction intéressante dans les revendications, c'est on veut plus d'État, mais on veut moins de taxes. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on voit bien le ras-le-bol fiscal dont on a parlé. Oui, dont on a parlé, le ras-le-bol fiscal, lancé par Pierre Moscovici au début du quinquennat Hollande, on voit le résultat là. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point ça irrite les gens. Mais il y a aussi une demande d'État dans les territoires. Et donc on voit bien, on a eu, là, aujourd'hui, le CDE vient de nous décerner le leadership mondial en termes de prélèvements obligatoires. On a aussi le leadership en termes de dépenses. Et on voit bien que c'est pas compatible. Justice fiscale, c'est sympathique comme concept, mais on voit bien qu'il faudra choisir. On ne peut pas tout faire. Et la contradiction de Macron, elle est dans les revendications de ces gilets jaunes, parce que effectivement, il a essayé de baisser les impôts et il a un petit peu baissé les dépenses. Il n'a pas vraiment choisi. Et on voit bien qu'il est clairement dans cette contradiction lui aussi. Et ça illustre la diversité des gilets jaunes, parce qu'effectivement, entre le petit patron et le salarié, on voit bien que les revendications sont contradictoires. Alors, il y a les syndicats qui essaient de revenir dans le jeu, et puis il y a les partis d'opposition qui se renforcent eux aussi. Dissolution de l'Assemblée, référendum, Grenelle de la fiscalité. Depuis 2 semaines, toutes les propositions affluent. Il faut rendre la parole aux Français. Et pour cela, il faut organiser un référendum. Rétablissez l'ISF, abroger la flat tax, abroger l'exit tax. Nous préconisons une hausse du SMIC à partir du 1er janvier qui soit significative des minima sociaux et des petites pensions. Quelle est la solution, à part le retour aux urnes ? On n'a pas entendu l'opposition depuis 1 an, très peu de propositions. Et là, on a une avalanche de propositions. Pierre Jacquemin, comment vous voyez cela ? Moi, je suis assez inquiet sur l'issue de cette mobilisation et sur l'issue du mouvement. On fait là souvent la comparaison avec ce qui s'est passé en Italie, mais parce qu'en Italie, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement des Forconi, les fourches, s'était basé aussi sur la question fiscale. Sauf qu'on sait ce que ça a donné. Ça a donné un rassemblement, au final, qui a fait un accord avec l'extrême droite. Moi, ce dont j'ai peur, et je vois bien qu'aujourd'hui Marine Le Pen engrange aussi beaucoup dans les sondages sur cette mobilisation, ce dont j'ai peur, c'est la réponse politique en face, et notamment de la gauche, de l'opposition de gauche, qui n'arrive pas à parler d'une seule voix. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'à un moment donné, quand on les entend tous faire des propositions, on aura envie qu'ils disent « Nous, on a une alternative possible à vous proposer, on est capable de se mettre autour d'une table et de vous faire des propositions et de discuter avec vous. » Ils ne sont pas en capacité de le faire maintenant. Et ça, c'est un véritable problème. Et c'est ce qui m'inquiète sur les... dans le bureau d'Édouard Philippe lundi pour faire leurs propositions. Oui, ils ont tous défilé. Ils ont sans doute été assez peu écoutés puisqu'ils nous ont expliqué tous qu'ils avaient été reçus 10 minutes. Donc c'est vrai qu'en 10 minutes de temps, c'est assez compliqué de faire, Ils étaient très nombreux, certes, mais enfin, la concertation, elle aurait dû commencer. Ce que je veux dire, c'est que la concertation, la consultation, elle aurait dû être faite depuis très longtemps. Et d'ailleurs, pas forcément que des politiques. Si aujourd'hui on est dans une crise, vous avez rappelé
que les syndicats étaient en crise, ils sont responsables de leur crise, mais à un moment donné aussi, quand on contourne ce qu'on appelle les partenaires sociaux et les organisations syndicales, ça pose problème. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus le pouvoir de négocier. Elles ont perdu ce pouvoir de négociation. Donc les citoyens se mobilisent tout seuls. Et aujourd'hui, ce que je pense, c'est que les citoyens prennent leur revanche. Ils se réveillent sans doute un peu tard. Ils ne sont sans doute pas allés voter il y a 1 an et demi. Mais aujourd'hui, ils décident de prendre le pouvoir. Et c'est ça dont j'ai peur. C'est la traduction politique de cette mobilisation. Peut-être elle sera bonne, peut-être elle sera très positive et qu'elle sera constructive. Peut-être que sur les européennes, il y aura des listes qui vont se créer et qu'elles seront très progressistes, même si j'aime pas beaucoup ce terme, et qu'elles proposeront des choses qui sont cohérentes avec leurs revendications. Mais à un moment donné, il va falloir que les politiques aussi aient une réponse collective et à un moment donné qu'elle soit crédible sur Alors cette les syndicats, vous me disiez c'est raté, c'est pas possible. Les politiques, c'est possible ou pas Écoutez, quelle réponse c'est le désert idéologique du côté des partis. C'est-à-dire qu'on peut reprocher il y a eu des propositions là tout de même. On peut reprocher beaucoup de choses à Macron, mais il avait un projet cohérent, social et libéral, plutôt libéral jusqu'alors. Mais enfin, il avait pensé ces mesures. Quel est le logiciel des Républicains? Quel est le logiciel du Parti Socialiste et du côté Mélenchon? C'est-à-dire que ces gens-là ont cessé de réfléchir. Et donc, évidemment, après, c'est facile de dire je veux augmenter le SMIC, mais il n'y a pas beaucoup de réflexion. Donc, le problème étant que face à Macron, c'est toujours le désert et il n'y a que les populistes. Je partage votre pessimisme parce qu'effectivement, comme alternative, on ne voit pas quelque chose de cohérent et raisonnable. Donc effectivement, soit Macron tient, soit effectivement il lâche totalement. Et là, ça ne peut être que les populistes voilà, le syndrome italien. En tout cas, s'il tient, il faudra qu'il tienne avec un peu d'écoute, parce que quand vous regardez le contre-budget qu'avaient proposé les socialistes à l'Assemblée nationale l'année dernière, tout était dit. Ils avaient exactement mis le doigt sur le fait que les taxes carburant, les taxes sur le tabac pèseraient beaucoup plus sur les ménages modestes. Ils avaient alerté là-dessus, ils avaient mis le doigt sur l'ISF qui était... cette réforme qui était injuste fiscalement, et donc ils avaient vraiment dit ça. À l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, qui est un très ancien député de la Commission des finances, qui y est depuis des années, qui connaît tous ces débats fiscaux, avait aussi alerté sur le fait de décider tout de suite une trajectoire sur le fiscal sur le carburant qui serait irrévocable sur 5 ans. Pourquoi n'ont-ils pas été audibles? Ils auraient pu écouter un peu. La question, elle est véritablement, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'existe pas d'opposition. C'est comme pas rien, l'ISF. Je veux dire, il y a eu un choix politique lourd. On le sait à quel point il est lourd, puisque finalement, Emmanuel Macron en fait les frais aujourd'hui. Donc non, il y a une alternative. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est même étrange pour une historienne, quand même tous les grands acquis sociaux, je ne veux pas faire l'historienne gaucho ou gauchiste ou je ne sais pas quoi, mais les grands acquis sociaux sont venus de la gauche depuis bien avant 1936. Donc, et pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ne se disent pas retournons-nous vers ceux qui nous ont apporté Parce qu'ils n'ont plus confiance en eux. On a beaucoup parlé de cette crise de la représentation. Oui, mais parce qu'il y a d'autres questions, d'autres facteurs qui ne sont pas émergents dans ce débat, bizarrement d'ailleurs, parce que rappelons-nous de quoi on parlait il y a 6 mois. On n'était pas du tout sur ces questions économiques, etc. Donc ces éléments ne sont pas traités, comme oubliés, et sont mis dans la sourdine. Et il y a effectivement la gauche n'est plus audible, elle ne sait pas comment parler à ces catégories-là, qui sont différentes, qui vont vivre autrement. Avant, les gens se retrouvaient dans des entreprises, dans des usines, il y avait des délégués syndicaux qui parlaient. Maintenant, on voit bien, et c'est le problème de l'essence, ils se sont éloignés de leurs entreprises, ils vivent en fonction de la voiture, ils ont des jolis logements, mais ils n'arrivent pas à les payer. Donc, il y a des facteurs de type sociologique lourd, philosophique aussi, avec une autre conception de la vie, par rapport à la mondialisation, par rapport aux étrangers, par rapport à ça. Et ça, la gauche traditionnelle qui, elle, sait bien, justement, faire tout ce que demandent les Gilets jaunes, c'est-à-dire se battre pour les niveaux de vie, pour les conditions d'existence, pour la présence des ouvriers et des employés dans les usines ou dans les entreprises, eh bien là, n'est absolument pas audible. Donc, il faut dépasser toutes ces petites questions pour essayer de réfléchir véritablement en sociologue. Et il aurait pu aussi faire une majorité plus large. Il aurait pu élargir un peu sa majorité quand il est arrivé. Là, il a 312 députés, donc il se dit, j'ai pas besoin d'écouter du tout l'opposition. Il peut quand même être un peu plus... On attend un peu de lui là, qu'il élargisse la majorité, surtout ça. Qu'il élargisse. Il y a le programme il n'y a pas que Laurent Wauquiez à droite. Il y a le programme de Marine Le Pen. Il y a Xavier Bertrand, il y a Valérie Pécresse, il y a Valérie Rabault. Quand Marlène Schiappa, il nous reste moins d'une minute. Mais quand Marlène Schiappa propose par exemple de réduire le TVA à taux zéro pour les produits de première nécessité, mais que n'écoute-t-il pas sa ministre des femmes? À un moment donné, c'est ça aussi, c'est qu'il n'écoute pas ses ministres. Le problème, c'est qu'il est arrivé avec ses mesures pro-business et entreprises en
pensant que c'était la priorité, parce que les économistes qui travaillaient avec lui l'ont dit que c'était la priorité. Et que ça marcherait. Et ils ont des raisons objectives de penser que la France avait besoin de ça. Le problème étant que ces mesures-là se mettent très longtemps à porter leurs fruits, et entre-temps, il y a eu ce mouvement social, et surtout, il a sous-estimé non seulement l'attente, mais la réalité du pouvoir d'achat. S'il l'avait eu vraiment intégré, il aurait fait un mix, alors que là, ça a été tout libéral pendant une bonne année. Et c'est la fin de ce grand débat. Merci à tous les 4 d'y avoir participé. Sophie Fay, je rappelle la une de l'Obs qui sera dans vos kiosques dès demain matin. ISF, la faute fiscale, pas la fraude, hein. Attention, la faute fiscale, c'est le titre de l'hebdomadaire. On se retrouve demain en direct à 18h30 sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.